Nous nous tournons souvent vers le passé pour mieux nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1836 et l'histoire tragique d'Hélène Jewett. C'est une affaire qui nous rappelle que, derrière les documents historiques, se trouvent de vraies personnes dont la vie a été irrémédiablement transformée par les événements qui ont eu lieu. C'est leur histoire, racontée au mieux. Dans la métropole naissante de New York, un monde de contrastes saisissants existait. Alors que le commerce et la haute société prospéraient au grand jour, un monde vibrant, souvent périlleux, s'épanouissait dans l'ombre. C'est dans ce monde qu'une jeune femme, connue sous le nom de Hélène Jewett, s'était taillée une vie de glamour précaire. Née Dorcas Doyen à Temple, dans le Maine, son enfance a été marquée par l'intelligence et la promesse d'un bel avenir. Orpheline très jeune, elle a été recueillie par un juge local et a reçu une excellente éducation. Cependant, pour des raisons perdues dans l'histoire, Dorcas a laissé cette vie derrière elle et a fini par se rendre à New York. Là, elle s'est réinventée en tant qu'Hélène Jewett, devenant l'une des courtisanes les plus recherchées et les plus lettrées de la ville, résidant dans une maison close haut de gamme de la rue Thomas, gérée par une femme du nom de Rosina Townsend. Ses clients étaient l'élite de la ville, des marchands, des avocats et des commis attirés par sa beauté, son esprit et l'air de tragédie raffinée qu'elle cultivait. Parmi les nombreux admirateurs d'Hélène, il y avait un jeune homme nommé Richard P. Robinson. À seulement 19 ans, Robinson était un commis originaire d'une respectable famille du Connecticut, travaillant pour une éminente maison de commerce sur Maiden Lane. Il était beau, bien habillé, et se déplaçait avec une assurance qui démentait sa jeunesse. Hélène et lui ont entamé une liaison passionnée et intense. Ils s'échangeaient des lettres remplies de déclarations et de promesses romantiques. Hélène, semble-t-il, était profondément amoureuse, voyant peut-être en Robinson une chance d'échapper à sa vie. Robinson, de son côté, se présentait comme un soupirant dévoué, utilisant le pseudonyme de Frank Rivers. Il était un visiteur fréquent de la maison close au 41 rue Thomas et leur relation était bien connue des autres femmes qui y vivaient et y travaillaient. Pourtant, sous la surface de leur romance, des tensions auraient commencé à croître. Des témoignages suggéraient que Robinson devenait possessif et jaloux, et il y avait des rumeurs selon lesquelles Hélène avait découvert qu'il était fiancé à une jeune femme de sa propre classe sociale, une trahison qu'elle ne pouvait tolérer. La relation, autrefois source de passion, s'envenimait pour devenir quelque chose de bien plus volatile. Dans la soirée du samedi 9 avril 1836, Richard Robinson s'est rendu à la rue Thomas. Il a été vu arrivant à l'établissement de Rosina Townsend aux environs de 9 heures. Des témoins, y compris d'autres femmes de la maison, l'ont vu entrer dans la chambre d'Hélène. Il transportait une petite hache, ou une hachette, qu'il a expliqué comme faisant partie d'un plan pour faire une blague à un rival. Le couple a passé la soirée ensemble. L'une des autres résidentes a plus tard témoigné les avoir entendus parler et boire du champagne. Ils semblaient, du moins pendant un certain temps, être en bons termes. Au fil des heures, la maison est devenue silencieuse. Les autres clients sont partis et les résidentes se sont retirées dans leur chambre. La dernière fois que quelqu'un a signalé avoir vu Hélène Jewett vivante, c'était en compagnie de Richard Robinson dans sa chambre élégamment meublée du 2e étage. Ce qui s'est passé dans les derniers instants privés de cette nuit, dans les limites de cette pièce, reste une affaire de conjecture. Un témoignage silencieux d'une histoire qui allait bientôt éclater violemment dans la conscience publique. La ville dormait, ignorant l'événement macabre qui se déroulait en son cœur. Aux premières heures du dimanche 10 avril, un veilleur de nuit en patrouille a remarqué une odeur de fumée émanant de la maison close au 41 rue Thomas. Pensant qu'il s'agissait d'un simple incendie, lui et d'autres veilleurs de nuit ont forcé l'entrée du bâtiment. Ils ont suivi la fumée à l'étage jusqu'à la chambre d'Hélène. La porte était verrouillée. Lorsqu'ils l'ont défoncée, une scène horrible les a accueillis. La pièce était remplie de fumée, sa source étant un incendie délibérément allumé sur le lit. Gisant parmi les draps encore fumants se trouvait le corps d'Hélène.
Son crâne avait été écrasé par 3 coups puissants d'un instrument tranchant porté avec une telle force qu'ils avaient presque fondu sa tête en deux. Le tueur avait ensuite tenté de détruire les preuves et peut-être la maison entière en incendiant le lit. L'arrivée rapide des veilleurs de nuit a empêché le feu de consumer entièrement le corps et la scène du crime. Au fur et à mesure que le choc initial se dissipait, les enquêteurs ont examiné la pièce. C'était une scène de violence brutale, sur fond d'opulence. Les robes chères d'Hélène pendaient à proximité et sa collection de livres était sur une étagère, témoignage de la vie qu'elle avait menée et de la manière violente dont elle avait été éteinte. L'enquête a commencé immédiatement et les soupçons sont rapidement tombés sur un homme. Richard P. Robinson. Il était la dernière personne connue à avoir vu Helen vivante. Robinson Townsend et les autres femmes de la maison l'ont identifié sans hésitation. Elles ont raconté aux autorités sa visite, son explication étrange pour la hachette et sa relation avec la défunte. Un avis de recherche général a été émis pour son arrestation. Tôt, ce dimanche matin, les officiers ont trouvé Robinson dans sa pension de famille. Il était apparemment calme lorsqu'ils sont arrivés, bien qu'il ait semblé pâle et agité. Une fouille de la zone derrière la maison close a permis de découvrir une cape. Des témoins l'ont identifiée comme celle que Robinson portait la nuit précédente. C'était un vêtement distinctif, et sa découverte semblait être une pièce de preuve matérielle clé le liant directement à la scène. Une hache, considérée comme l'arme du crime, a également été retrouvée, bien que son lien direct avec Robinson fût moins certain. Il a été arrêté et inculpé du meurtre d'Helen Jowett. Les autorités de la ville pensaient avoir le rhum, et que l'affaire serait une simple question d'obtenir une condamnation. Le meurtre de Helen Jowett n'était pas seulement un crime, c'était une sensation. Et il a coïncidé avec la montée en puissance d'une nouvelle force dans la société américaine, la presse à un sou. Des journaux comme le New York Herald de James Gordon Bennett Sr. et le The Sun de Benjamin Day se sont emparés de l'histoire avec une ferveur sans précédent. Coûtant seulement 1 cent, ces journaux étaient accessibles aux masses et ils nourrissaient l'appétit insatiable du public pour le scandale, le sexe et la violence. James Gordon Bennett lui-même a pris une mesure révolutionnaire et controversée. Il s'est rendu à la maison close et a personnellement vu le corps de Helen Jowett alors qu'il se trouvait dans son cercueil, écrivant un compte-rendu détaillé, graphique et très sympathique de la victime et de la scène du crime. Ces reportages, et ceux de ses concurrents, ont transformé l'affaire en un spectacle national. Les journaux ont publié chaque rumeur, chaque pièce de preuve et chaque détail salace qu'ils pouvaient découvrir. Ils ont imprimé des extraits des lettres passionnées échangées entre Helen et Robinson, et ils ont peint des portraits vifs des acteurs clés. Le public était captivé, et une frénésie médiatique, comme jamais vue auparavant aux États-Unis, a éclaté, garantissant que, au moment où le procès a commencé, presque tout le monde à New York et même dans le pays avait une opinion sur la culpabilité ou l'innocence de Richard P. Robinson. Le 2 juin 1836, le procès de Richard P. Robinson a commencé. Le tribunal a été envahi par des milliers de spectateurs, tous désireux d'assister aux délibérations. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée, des citoyens les plus éminents de la ville. L'accusation, menée par le procureur de district Ogden Hoffman, estimait qu'elle avait une affaire solide. Leur stratégie était de présenter une chronologie claire des événements, établissant que Robinson était avec Helen au moment du meurtre. Leur témoin vedette était Rosina Townsend, la tenancière de la maison close. Elle et d'autres résidentes ont témoigné de la présence de Robinson, de sa possession d'une hachette et du fait qu'il était la dernière personne vue avec la victime. L'accusation a présenté la cape trouvée près de la scène du crime, qui, selon elle, appartenait à Robinson. Ils avaient l'intention de dépeindre Robinson comme un jeune homme sournois qui, craignant que sa liaison avec une prostituée ne ruine sa réputation et son mariage imminent, a fait taire Hélène de la manière la plus brutale imaginable. Les preuves semblaient accablantes, une chaîne de circonstances qui pointait vers un seul coupable possible. La défense, menée par le brillant et redoutable Ogden Hoffman, avait une stratégie différente. Sachant qu'ils ne pouvaient pas contester la présence de Robinson à la maison close, ils ont plutôt choisi d'attaquer la crédibilité des témoins de l'accusation. Leur cible principale était Rosina Townsend. À la barre, Hoffman l'a soumise,
elle et les autres prostituées à un contre-interrogatoire cinglant. Il les a dépeintes non pas comme des témoins légitimes, mais comme des femmes immorales et indignes de confiance dont le témoignage était intrinsèquement souillé par leur profession. Il a suggéré qu'elles conspiraient contre Robinson pour leurs propres raisons inconnues. La défense a soutenu que les femmes de la maison close étaient des narratrices peu fiables, leurs récits étant remplis d'incohérences. Ils ont créé le doute autour de chaque pièce à conviction. La cape était-elle définitivement celle de Robinson? La hache était-elle l'arme du crime? Ils ont brossé le portrait de leur client comme un jeune homme respectable de bonne moralité, lui-même une victime, qui avait été piégé dans un monde de vices et qui était maintenant accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Dans un tribunal dominé par des hommes de propriété et de statut, cette attaque contre le caractère des témoins de la rue Thomas s'est avérée être une tactique très efficace. Le procès a duré 5 jours, captivant la ville. Après les plaidoiries finales, le jury, composé entièrement de propriétaires masculins, s'est retiré pour délibérer. Le public, déchaîné par la presse, attendait avec impatience. Étonnamment, le jury est revenu après seulement 15 minutes. Le porte-parole a rendu le verdict « non coupable ». Une vague de choc et d'indignation a balayé de nombreuses parties de la ville, tandis que les partisans de Robinson célébraient. L'acquittement a été largement perçu comme une erreur judiciaire, un verdict basé non pas sur les preuves, mais sur les préjugés. Le jury, semble-t-il, avait refusé de condamner un jeune homme d'une famille respectable sur la base du témoignage de prostituées. Ils ont choisi de croire la parole d'un homme de leur propre classe plutôt que les déclarations sous serment de femmes du demi-monde de la ville. La stratégie de la défense, consistant à salir la réputation des témoins, avait parfaitement fonctionné. Richard P. Robinson, l'homme qui était presque certainement la dernière personne à avoir vu Ellen Jewett vivante, est sorti du tribunal libre. Au lendemain du procès, l'opinion publique est restée fortement divisée. Beaucoup étaient convaincus qu'un meurtrier avait été autorisé à s'en tirer. Un sentiment fortement repris dans plusieurs journaux. Richard P. Robinson a rapidement quitté New York. Il a finalement déménagé au Texas, a changé de nom et a vécu le reste de sa vie dans l'obscurité, s'éteignant en 1855. Le meurtre de Ellen Jewett n'a jamais été officiellement résolu. Aucun autre suspect n'a jamais été sérieusement considéré, et l'affaire est restée un mystère historique glaçant. Son véritable héritage, cependant, réside dans son impact profond sur la culture américaine. Elle a établi le modèle pour la couverture médiatique des crimes sensationnels, démontrant le pouvoir immense de la presse pour façonner la perception du public et influencer le processus juridique. L'affaire a mis à nu les profonds préjugés de classe et de genre du système judiciaire du XIXe siècle, un système où le caractère d'un témoin pouvait être jugé plus important que les faits qu'il présentait. L'histoire de Ellen Jewett est devenue un récit édifiant, une étape sombre dans l'histoire du journalisme et du droit américain. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des personnes impliquées et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur le cas d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez à nouveau pour notre prochaine affaire de crime.